conférencier, Michel Vincent. La pandémie a mis en évidence les retards et les besoins en construction résidentielle en Europe et en Amérique du Nord. Résultat, l'industrie du sciage résineux fonctionne à plein régime et peine à satisfaire la demande. L'Amérique du Nord se dirige de façon structurelle vers un statut d'importateur net de bois d'œuvre. En d'autres mots, le Canada et les États-Unis ne parviennent plus à satisfaire la demande globale. Le prix du bois d'œuvre explose et contribue à alimenter une inflation atteignant un niveau jamais vu depuis 30 ans. Alors que les banques centrales commencent à relever les taux directeurs, un événement extérieur portant bien loin de chez nous pourrait entraîner les économies occidentales dans une direction qu'on commence à peine à mesurer et l'industrie du sciage résineux mondial ne pourra y échapper. Le Québec possède des atouts pour faire face s'il sait bien les utiliser. Alors, on accueille Michel Vincent. Merci. Est-ce que mon micro... Oui, on dirait que ça fonctionne, oui. Alors, bonjour tout le monde. C'est toujours le fun d'être ici aux Sciences forestières, à la semaine des sciences forestières. Je trouve que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas invité, d'ailleurs. Ça fait une couple d'années. Merci. Puis, ouais, c'est un point. Merci à Frédéric de m'avoir contacté. Puis, j'ai bien compris vite que je ne peux pas dire non. Fait que, merci, je suis bien heureux d'être ici. Alors, j'ai décidé avec vous de partager mes angoisses existentielles depuis une couple de semaines. Et la semaine passée, quand je suis venu pour monter la présentation, j'ai été exactement dans le dossier de l'Ukraine. Présentement, c'est un bouleversement total et ça va nous frapper de plein fouet, croyez-moi. Alors aujourd'hui, peux-tu avancer? J'avance avec le bouton de droite. Hein? Puis je pointe quoi? Nancy? Non? Je pointe ça. Ah, ça marche. Alors, présentement, vous le savez, la demande est extrêmement forte et soutenue pour le bois d'œuvre partout en Amérique du Nord. L'offre, on n'arrive pas, c'est pas compliqué, l'offre n'arrive pas à suivre la demande présentement. C'est ce qui explique que les prix explosent. L'Amérique du Nord, puis vous l'entendez bien, ce n'est pas des farces. En Amérique du Nord, on est rendu un importateur de bois. On n'est pas capable de satisfaire la demande. Alors, quand on est au Québec, c'est un peu bizarre d'entendre ça parce qu'on a amplement beaucoup plus de bois qu'on produit qu'on en consomme. Mais l'Amérique du Nord est devenue un importateur net et il est sur le point de le devenir de façon structurelle. Donc, ce ne sera pas une fois comme en 2005, c'est arrivé, mais c'est de façon continue, c'est de façon structurelle. On a besoin, là c'est un type d'industrie qui vous parle, on a besoin du bois européen pour tempérer les hausses et faire en sorte qu'on ne manque pas de bois présentement. C'est indispensable, on en a besoin du bois de l'extérieur parce qu'on ne suffit pas à la demande. Ça fait en sorte que le bois contribue à l'inflation, évidemment, parce que c'est une composante essentielle de la construction. Mais avec tout le reste, les gouvernements ont injecté des liquidités, pas par milliards, pas par dizaines de milliards, mais par centaines de milliards dans les dernières années pour faire face à la pandémie. Ce qui fait que le revenu disponible des gens est plus élevé aujourd'hui qu'il était avant la pandémie. Donc, les gens dépensent de façon importante et contribuent à alimenter l'inflation parce que les chaînes d'approvisionnement, elles, ont de la difficulté. Toutes les chaînes d'approvisionnement, d'à peu près n'importe quoi, ont de la difficulté à suivre. Donc, l'inflation est à un niveau qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ce qui fait que les banques centrales n'ont pas le choix. On hausse les taux d'intérêt comme on fait, c'est de l'économie 101, comme on fait en période de forte inflation. On n'avait pas connu ça. Vous n'aviez pas connu ça. Généralement, les étudiants, les plus vieux, je pense à Pierre, on a connu la période des années 80 avec des inflations encore beaucoup plus hautes que ça, mais un niveau d'inflation de plus de 5 c'est du jamais vu pour beaucoup d'entre vous. En arrière-plan, il y a un litige sur le bois d'œuvre avec les Américains qui est
pratiquement le dossier principal dans lequel je patauge depuis les 20 dernières années. Et ce litige-là contribue à faire augmenter le prix du bois aux États-Unis. C'est le consommateur qui est le grand perdant présentement parce que la taxe, elle est refilée au consommateur. C'est lui qui paye. On n'est pas capable de le faire tout le temps, mais présentement, c'est le consommateur américain surtout et canadien jusqu'à un certain point qui paye la facture. Et pour la cerise sur le sundae, la Russie qui envahit l'Ukraine. Qu'est-ce que ça vient faire dans la liste ici? En fait, c'est énorme. On va voir que le marché du bois d'œuvre, il est international. Il y a des échanges de bois qui se font, des échanges extrêmement importants en volume, qui se font sur une base régulière et ça vient tout perturber la situation. Commençons d'abord pour un petit mot pour expliquer pourquoi la demande pour le bois d'œuvre est si élevée. Bien, vous voyez que, ça marche-tu ça? Pas beaucoup, hein? Vous voyez qu'en ligne, la ligne verte, en fait, c'est notre mise en chantier aux États-Unis qui est généralement considérée comme le plus gros consommateur de bois d'œuvre, les mises en chantier. Mais on se rend compte que statistiquement, dans nos modèles économétriques, c'est pas autant statistiquement significatif que la ligne rouge qui est la maison unifamiliale. Pourquoi ce n'est pas autant significatif? Bien, une maison unifamiliale, ça consomme à peu près 15 000 PMP de bois. Une maison multifamiliale, généralement, 5, 6, dépendant de... Plus c'est gros, plus il y a de logements dans le multifamilial, moins on consomme de bois. Donc, vous voyez que, pardon, après la pandémie a fait chuter les mises en chantier. Les mises en chantier totales sont restées dans le même axe. On a repris rapidement. On a une reprise en V qui fait l'envie de beaucoup de secteurs d'ailleurs. Donc, notre reprise en V, mais dans la partie unifamiliale, on est beaucoup plus haut qu'on était avant la pandémie, ce qui n'est pas le cas dans le multifamilial. Donc, il ne faut pas se fier juste au nombre de mises en chantier totales qu'on voit à tous les mois, mais le nombre de mises en chantier unifamiliales qui, elles, consomment beaucoup de bois. Alors, présentement, la demande, elle est excellente et une des raisons pour lesquelles on pense que ça va rester encore comme ça pendant plusieurs années, c'est que même si les mises en chantier sont revenues à la moyenne des 60 dernières années, si on le prend par 1000 habitants, si on le prend par habitant aux États-Unis, il y a un chiffre magique qui est 6,6 maisons par 1000 habitants. Chaque fois qu'on a 1000 habitants aux États-Unis, on construit 6,6 maisons. C'est stable, on utilise toujours ce ratio-là dans nos modèles mathématiques, mais depuis la dernière grande récession, on est tombé à quelque chose autour de 3. On a un manque de maisons flagrant aux États-Unis et au Québec. Aux États-Unis, on parle de 5-6 millions de maisons qui auraient dû être construites dans la dernière décennie et qui ne l'ont pas été. Au Québec, ici, on est plus de l'ordre de 100-125 000 maisons qui manquent, qui auraient dû être construites. Alors, on fait juste présentement construire le nombre de maisons pour satisfaire la demande courante, mais on n'est même pas capable de compenser encore les maisons qu'on n'a pas encore construites dans la dernière décennie. Alors, la demande va rester forte. Les gens qui ont vécu la pandémie dans un 4,5 avec 2 enfants qui n'allaient pas à l'école, puis en télétravail, ils veulent leur maison aujourd'hui, ils veulent leur endroit pour travailler. Puis les maisons, les architectes nous disent, les maisons sont plus grandes, les gens veulent un bureau quand ce n'est pas 2. Alors, ça consomme du bois d'œuvre, évidemment. Encore faut-il qu'on trouve le bois d'œuvre. Vous voyez très bien, c'est le prix du bois, le prix du 2 par 4, 2 produits, le 2 par 4 8 qui est un produit par excellence de la rénovation et le 2 par 4 9 qui est un produit plutôt axé dans la construction neuve. Alors, vous voyez que ces deux produits suivent un patron assez semblable. Quand on a eu la première hausse avec la pandémie, on pensait que c'était temporaire. Et quand ça a tombé, on était sûr. Mais après ça, tous nos indicateurs se sont mis à pointer vers le haut et on savait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ça fait, après presque 40 ans d'expérience, je n'avais jamais vu tous mes indicateurs pointer dans la même direction. Et puis c'est ça qui s'est passé effectivement, ce qu'on a vu en 2021, c'est-à-dire l'année passée. Un des problèmes à ça, c'est que le modèle d'affaires au Québec était beaucoup relié à des livraisons juste à temps. Donc,
on appelle notre fournisseur, puis il vient nous porter notre bois la semaine prochaine. Ça, c'est fini. Le bois aujourd'hui qu'on achète, il n'est pas encore coupé, il n'est pas dans le cours, il n'est même pas dans le séchoir. Souvent, il est en bois rond dans le cours. Puis bientôt, au mois de juin, juillet, le bois que les acheteurs vont acheter, il va être encore en train de pousser. Ils vont l'avoir dans 2 mois ou 3 mois. Alors, le modèle d'affaires est complètement différent. Est-ce qu'on est encore en train de revivre présentement ce qu'on a vécu l'année passée? Je vous aurais dit, il y a 2 mois, non. Il y a 2 semaines, j'aurais dit peut-être. Puis là, je suis en train de dire que ça risque même peut-être d'être pire. Vous voyez, pour chacun des mois de l'année, si on regarde les 4 dernières années, 2019, on n'en parle pas, c'est une année qui a été plutôt pourrie, mais vous voyez la ligne rouge, janvier, février, mars, de 2022 est déjà supérieur à ce qu'on était l'année passée au même moment. Alors, les prix du bois d'œuvre sont à la hausse. Et puis, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pour ceux pour qui je travaille, l'industrie du sciage, notamment, ça peut paraître paradoxal, mais non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas ça qu'on veut. Il n'y a personne en Amérique du Nord qui est capable de fixer le prix du bois d'œuvre. On est dans un système qu'on appelle à compétition parfaite et c'est les forces de l'offre et de la demande qui s'expriment. Puis il y a des milliers de vendeurs, des milliers d'acheteurs. Personne n'a le pouvoir, avec le volume qu'ils achètent ou qu'ils vendent, de fixer les prix. Alors, les prix sont ce qu'ils sont, puis il faut vivre avec. On est tous ce qu'on appelle des price takers dans notre industrie. Alors, c'est peut-être le fun d'avoir des prix de ce niveau-là, surtout qu'on a vécu des années de vache maigre puis des passages à vide entre 2008 et 2016, mais on sait très bien que ce n'est pas soutenable pour nos acheteurs, pour les gens de deuxième transformation, pour les consommateurs qui achètent du bois. Un 2 par 4 qui devrait se vendre 2 piastres, 2 piastres et demi, se vend aujourd'hui 8 piastres, 9 piastres, peut-être 10 piastres. À un moment donné, là, ça suffit. Puis on est en train de, pas nous comme scieurs, mais l'industrie est en train, le marché est en train d'étouffer les utilisateurs du bois à ces niveaux-là. Puis là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la situation risque d'être pire que l'an passé. Alors, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Une des raisons pour ça, c'est la capacité de transformation en Amérique du Nord. On a déjà eu une capacité de transformation de près de 80 milliards de PMP. Aujourd'hui, on est plus de l'ordre d'à peu près de 72 milliards. Donc, ça a baissé beaucoup. Beaucoup de fermetures. Ici même au Québec, il y a beaucoup de scieries qui ont fermé. Et l'offre, c'est une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à satisfaire la demande. La demande-là, si on regarde la consommation, vous voyez que ça, c'est juste la consommation américaine qui est déjà à 51 milliards. Si on rajoute les 9 milliards de consommation canadienne, on est à 60 milliards de PMP. Alors, on ne peut pas s'approcher, on ne peut pas dire, là, vous allez me dire, il y a 70 milliards de PMP de capacité, puis on en consomme 60, on est correct. Non, on n'est pas correct. On a une industrie, on a un secteur, une structure industrielle qui peut difficilement dépasser 85 de sa capacité installée. Maximum, on peut s'approcher de 90, mais c'est au prix d'une hausse de prix très importante. Alors, et la consommation en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, elle est appelée à augmenter presque à 60 milliards, ce qui fait qu'on va s'approcher du 70 milliards de consommation de PMP d'ici les 4 ou 5 prochaines années. Alors, une des raisons pour ça, vous voyez, un autre reality check, je ne sais pas comment ça se dit en français, qu'on a réalisé, c'est que nos modèles étaient basés sur la capacité historique, la capacité installée, c'est-à-dire de transformation, la capacité théorique. Et on s'est rendu compte que si on utilisait plutôt la production comme la production, on avait des modèles statistiquement plus robustes. Et la raison est bien simple, c'est que si aujourd'hui, on n'est pas capable, avec les prix qu'on a, avec les prix qu'il y a dans l'industrie du sciage, si on n'est pas capable de produire plus qu'autour de 63, 64 milliards de PMP, peut-être qu'on n'est pas capable d'en produire plus.
s'il y avait une scierie qui était capable de produire plus de bois avec des prix de 1500 et 1600, elle le ferait. Là. Si elle ne le fait pas, c'est parce qu'on n'est pas capable. Soit que le bois n'est pas là, soit que les entrepreneurs forestiers ne sont pas là, soit que les travailleurs en usine ne sont pas là, mais les marchés, eux, sont là pour le prendre. Qu'il y a d'autres contraintes qui doivent être prises en considération. Un autre élément qui est extrêmement majeur dans l'offre globale, puis il faut comprendre ici que le marché du bois d'œuvre, c'est un marché qui est nord-américain. Ce n'est pas un marché qui est régional, ce n'est pas un marché qui est provincial, ce n'est même pas national, c'est un marché nord-américain. Demain, justement, je donne le cours d'économie forestière. Savais-tu, hein? Puis, on va regarder, on va l'expliquer pourquoi c'est comme ça. Un 2 par 4, par exemple, mon 2 par 4, 8, qu'il soit à Montréal, à Boston, Great Lakes, Toronto, c'est le même prix. Il y a un prix partout en Amérique du Nord pour un produit qui est donc le mythe à l'idée qu'on envoie du bois aux États-Unis parce qu'on fait plus d'argent. C'est complètement ridicule. C'est ridicule. Ça ne tient pas la route. En fait, s'il y a quelque chose, le marché canadien est plus intéressant parce qu'on n'a pas de taxes à payer sur le bois d'œuvre. Alors, éliminez ça de votre esprit. On ne vend pas du bois aux États-Unis parce qu'il est plus cher, parce qu'il y a des riches Américains qui sont capables de le payer. Le prix est le même pour tout le monde. Mais ce qui fait que quand il arrive quelque chose comme en Colombie-Britannique où une épidémie a un effet très fort sur l'offre de bois d'une façon positive dans les premières années, donc on a passé, au lieu d'être à 70 millions de mètres cubes de récolte en Colombie-Britannique, on a monté à 90 pour essayer de récupérer le plus possible de bois qui est en perdition. Et aujourd'hui, on est rendu autour de 62, 63 millions de mètres cubes. Puis on s'en va bientôt, dans les quelques prochaines années, on baisse encore d'un autre 10 millions de mètres cubes. Mais 10 millions de mètres cubes, là, on s'entend-tu qu'à 3 mètres cubes au 1000 pieds, comme ils ont là-bas, on parle de plus de 3 milliards de PMP qui vont disparaître du marché nord-américain. C'est pas ça que j'ai besoin présentement. J'ai besoin de plus de bois, pas de moins. J'en ai besoin de plus. Et la Colombie-Britannique est en train de sortir de son statut de plus grand producteur forestier en Amérique. Alors, l'Amérique du Nord, vous voyez les 3 dernières années à gauche, l'Amérique du Nord est rendue, peut-être par des poussières, là, est rendu à un statut dès 2021, puis en 2022, ça va être la même chose. On est rendu à un statut d'importateur net. On consomme plus de bois qu'on est capable d'en produire. Et on voit juste que les choses vont aller en se détériorant dans cette situation-là. Une chance, on a une solution à court terme. L'Europe, elle, est un exportateur net. Pourquoi? Parce qu'ils ont une épidémie. On n'en parle pas souvent, mais l'épidémie de spruce beetle, d'androctone, de l'épinette, c'est ça. L'épidémie d'androctone là-bas est de l'ordre de ce qu'on a vécu en Colombie-Britannique, qui peut être même plus grand. Donc, l'offre de bois présentement, elle est bonne, puis on en a besoin. Alors, on compte beaucoup sur l'apport de bois européen pour combler ce qu'on n'est pas capable de faire en Amérique du Nord. Puis là, ben, il y a 2 semaines, arrive la nouvelle, la Russie vient d'envahir l'Ukraine. Bon, au début, on était tous fâchés contre Poutine, puis on a toute notre opinion sur le sujet. Mais quand on s'est mis à regarder les échanges de bois, aïe aïe, qui est, je l'ai appris la semaine passée, qui est le plus gros exportateur de bois au monde? Non, ce n'est pas le Canada. Mon rêve s'est brisé. On a été dépassé par la Russie il y a 3 ans, 4 ans. Dès 2018, la Russie est devenue un plus gros exportateur de bois d'œuvre que le Canada. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il va où, ce bois-là? Parce que là, tous les pays du monde se disent on va boycotter la Russie. Pas tous les pays du monde, mais beaucoup de pays du monde vont boycotter la Russie. Et ça veut dire que si on boycotte la Russie, on boycotte aussi son bois d'œuvre. Qui, ça? Qui va se priver du bois d'œuvre? Alors, puis là, ben, avant d'arriver sur la suite de l'histoire, le boycott de la Russie, ben, il y a aussi du pétrole. C'est un gros producteur de pétrole. Alors, le pétrole qui est le paramètre le plus inflationniste qu'on peut imaginer. Tout est relié au pétrole. Que ce soit vos fruits et légumes, n'importe quoi est relié au pétrole. Il y a du pétrole dans tout, même dans un 2 par 4
sort de l'usine, il y a 25 de son prix qui vient de l'énergie. C'est quand même pas rien. Et la Russie étant, étant un gros producteur de pétrole, bien évidemment, le boycott de la Russie a un effet aussi sur le prix du pétrole. Donc, on voit que depuis le début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, le prix du pétrole a monté d'à peu près 100 $, mais 100 $ depuis à peine 2 ans, c'est beaucoup trop rapide. On n'est pas capable de se virer de bord et d'absorber ces chocs-là. Mais le pétrole a une particularité, c'est que jusqu'à 140 $ du baril, il a un effet fortement inflationniste. Il fait monter le prix de tout. Mais en haut de 140 $, il y a un effet déflationniste. On ne pense pas souvent à ça, mais parce qu'on n'est pas là, on était dans des prix de pétrole beaucoup plus bas. Mais en haut de 140 $, l'économie lâche. Il y a des pans d'économie, des industries qui décrochent, qui ne sont plus capables de tenir. Alors, on a une décroissance économique et à cause du pétrole. Alors, là, vous êtes un gouverneur d'une banque centrale, vous voyez de l'inflation qui augmente. Qu'est-ce que tu fais quand il y a de l'inflation? Tu augmentes tes taux. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une décroissance économique? Tu les baisses. Là, on se retrouve dans ce qu'on appelle la stagflation, le cauchemar des banques centrales où tu as une décroissance économique avec de l'inflation qui est haute. C'était quelque chose à laquelle il ne fallait pas arriver, puis on est là aujourd'hui. Alors, l'indice de prix à la consommation, vous voyez que c'est du jamais vu au Canada depuis 1992, le début des années 90. Mais si on était aux États-Unis, on serait encore plus haut et ils n'ont pas connu ça depuis 40 ans, depuis le début des années 80. Alors, le pétrole est très générateur d'inflation et par contre, le pétrole peut aussi être déflationniste en haut de 140 $. Puis, des groupes qui suivent l'évolution du prix du pétrole, qui est loin d'être ma spécialité, je me fie à d'autres personnes pour ça. Certains groupes prévoient le prix du baril de pétrole à 200 et 250 $ du baril dans les prochains mois. Alors, il faudrait que ça arrive comme pas, là. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin présentement. Tout, mais pas ça, là, parce que ça serait vraiment la goutte de pétrole qui ferait déborder le baril. Alors, si on en revient à je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas écrit à cause. J'imagine si je clique, ça va apparaître. Non. Ben oui, en fait, regardons ça. Ah, OK. En fait, ce que je veux c'est les principaux produits forestiers exportés par la Russie. On va regarder c'est quoi. Dans la grande bande verte ici, malheureusement, le bois d'œuvre, c'est très, très important. Et dans les autres produits, ben là, je suis désolé, je ne m'en souviens plus ce qui était écrit. Mais ce qui est en vert, c'est le bois d'œuvre. Quand on regarde les exportations provenant des 3 pays qui sont en guerre, surtout les 3 principaux pays, il y en a un, on est de son bord, l'Ukraine, les 2 autres, la Biélorussie puis la Russie, on est contre. Mais présentement, ces 3 pays-là, ensemble, exportent pour plus de 20 milliards de PMP partout dans le monde. 20 milliards de PMP, c'est 3 fois et demi la production du Québec, ça, la production totale du Québec. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de bois. Plus de 20 milliards de PMP qui vont être ou qui sont déjà boycottés. C'est du bois là, qu'on boycotte. Mais par contre, ce n'est pas tous les pays qui boycottent. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Le gros importateur de bois de la Russie, c'est la Chine. 66 % du bois vient de Chine, s'en va en Chine. Donc, eux autres, la Chine, ils se sont tout de suite dit, ils sont plus du côté des Russes que du côté de l'Ukraine. Hein, on s'entend jusqu'à là. Alors, on ne pense pas que ce 66-là va descendre. En fait, s'il y a quelque chose, ils vont probablement essayer d'en acheter plus. Et c'est là que je vais juste en parler, puis j'ai une petite crise d'angoisse. On voit que le 19 % de bois va en Europe. Un autre 6 % va au Japon, puis un certain montant aussi va en Corée. Donc, pour presque 30 % du bois exporté par la Russie s'en va dans des pays qui ont boycotté ces produits. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? L'Union européenne, regardons maintenant l'Union européenne, elle, qui
qui a déjà arrêté toutes ses importations de bois d'œuvre de Russie, 3 milliards de PMP. 3 milliards de PMP qui ne reçoivent pas de la Russie. OK, gardons ça à l'esprit. Maintenant, les productions, la production de nos... Est-ce qu'on est capable de compenser ce volume-là? Si on regarde le plus gros producteur au monde, c'est les États-Unis, mais si on les regroupe, on voit que l'Union européenne, l'Union des 27, est presque à 60 milliards, comme l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis, on est presque à 60 milliards de PMP, et il y a presque 28 milliards de PMP des pays en guerre. Alors, qu'est-ce que l'Europe va faire? Bien, l'Europe va certainement arrêter d'envoyer du bois aux États-Unis. Et le bois américain, j'ai dit tantôt qu'on était un importateur net, vous voyez que le bois que les États-Unis achètent d'autres pays que le Canada, en rouge, c'est le Canada, en bleu, c'est les autres pays, bien, ça représente à peu près 2 milliards de PMP. Je n'ai pas besoin de moins de bois, là, encore. Hein? Je parlais des 3 milliards tantôt de BC qui s'en vont. Là, je viens d'en perdre un autre 2. Puis les prix sont déjà à 1 600 $. Les prix sont déjà plus hauts que l'année passée quand on manquait de bois. On n'en manquait pas de bois. Alors, ça ne va comme pas si bien que ça sur le marché du bois d'œuvre présentement. Puis l'augmentation qui peut suivre dans les prochaines semaines, prochains mois, ce n'est pas une bonne nouvelle, même pour les producteurs forestiers. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis mon titre, Les montagnes russes, un jeu de mots voulu. Et donc, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que les producteurs de sciage résineux notamment, bien, comme toute industrie, ils aiment avoir de la stabilité, ils aiment pouvoir se budgéter, se planifier, puis de ne pas vivre dans des montagnes russes en termes de prix. Puis là, c'est ça qu'on est présentement. Puis moi, je suis de l'école de Porter comme économiste. Si tu veux rendre ton client riche, puis ton fournisseur, si tu veux venir riche, te dire rends ton client riche, puis rends ton fournisseur riche, c'est comme ça que toi aussi, tu vas faire de l'argent. Puis présentement, les prix, ils nous rendent riches. On est pas mal les seuls, là. Évidemment, il y a l'État, puis évidemment, nos amis de la forêt privée. Mais c'est sûr que présentement, c'est une situation qui est très délicate, puis qui nous fait extrêmement peur ici. Le bois qui va arrêter d'arriver d'Amérique, de l'Europe. Alors, si on regarde la carte d'Amérique du Nord, on voit qu'il y a du bois qui s'en va. Oups! Il y a du bois qui s'en va, qui sort de l'Amérique du Nord, notamment des États-Unis et du Canada, qui s'en vont en Chine et au Japon. Il y a peut-être une partie de ce bois-là qu'on peut récupérer, mais il y a le 2,2 milliards, dont 2 milliards vient de l'Europe, qui, lui, va nous faire extrêmement mal, qui va créer encore une rareté. Vous voyez que le Québec, on produit 6 milliards de PMP et on en exporte 2,8. On n'est pas en danger. Le Québec ne manquera pas de bois. Le Québec va toujours rester un exportateur net de bois. Ça, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que le prix du bois va être cheap au Québec. Il est le même que partout en Amérique du Nord. Le prix se détermine de façon continentale, alors que le volume, la consommation se fait, elle, de façon plus régionale. Mais c'est quand même c'est le même marché, mais de façon, la consommation et la production sont déterminées par deux niveaux différents. Alors, on a un problème majeur sur les bras et les besoins d'habitation aux États-Unis, ils ne se feront pas arrêter parce qu'il manque du bois ou le bois est trop cher. Comprenez ce qui va se passer? On va retourner à l'acier et au béton. Ils sont capables d'en faire des édifices avec du béton. Puis surtout dans le multilogement, on a fait des percées importantes dans l'utilisation du bois. Puis c'est ce qui risque de faire très mal dans les prochaines années si on n'est pas capable de trouver une solution. Y en a-t-il des solutions? Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut regarder. Chose certaine, c'est que je vous donne toutes mes scoops, là, ça ne marche pas. Chose certaine, c'est qu'on ne peut plus compter sur la Colombie-Britannique d'exporter moins de bois. Si on comptait sur elle, bien, dans la période où on en exportait une quantité importante, on pourrait compenser. Mais présentement, la Colombie-Britannique revient, à cause de la fin de son épidémie, revient à des niveaux
épidémie, ce qui fait que même le bois qui va en Colombie, qui va en Chine c'est pas un volume suffisant pour compenser, mais c'est toujours ça de prix. Il y a peut-être un couple de 100 millions de PMP qu'on pourrait récupérer de ce niveau-là, de ce bord-là. Par contre, pourquoi le BC va en Chine beaucoup? Une des raisons, c'est que leur bas de gamme, leurs produits plus bas de gamme, parce qu'eux autres aussi, ils en font, bien, ils ne peuvent pas l'envoyer aux États-Unis à cause du litige sur le bois d'œuvre. Si tu envoies un produit en bas de ton prix coûtant, tu fais du dumping. Alors, tu ne veux pas ça, ils l'envoient en Chine. Ça fait notre affaire à nous autres aussi parce que ça enlève du bois en Amérique du Nord. Mais donc, ils peuvent arrêter d'exporter du bois en Chine et le laisser au Canada. Probablement, les prix sont élevés présentement, ce qui fait que même ton bas de gamme se vend en haut de ton coût de production. Mais il y a une certaine limite à ce que la Colombie-Britannique peut faire à ce niveau-là. Au Québec, bon, on le disait tantôt, vous voyez ma capacité installée, ça, ma capacité théorique que je n'utilise plus parce que ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est la production. Et ensuite, en vert, c'est ma consommation qui reste au Canada. Puis ça, c'est celle qui reste au Québec. Donc, on a à peu près 2 milliards de PMP de consommation sur les 6 qu'on produit. On n'en manquera pas de bois à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. On peut dormir tranquille. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est que mon système ne marche pas. Je pointe ça à la bonne place. Où ouais. Oui, je l'ai. Alors, ce qui est dommage, c'est que vous voyez qu'en vert, c'est la production de sillage au Québec depuis 10 ans. Et dans les dernières années, la ligne noire, c'est les prix. Alors, vous voyez que peu importe le niveau de prix, la production reste le même. Donc, depuis 2015, la production du Québec est la même et malgré les prix qui augmentent. Donc, est-ce qu'il y a des occasions d'affaires qu'on manque? Peut-être. Et tantôt, j'étais très heureux d'entendre Simon parler du bois supplémentaire que le BMMB met en marché au-delà de son 25 des garanties d'approvisionnement. C'est une partie de la solution. Alors, et c'est des occasions d'affaires manquées, pas seulement pour l'industrie, mais pour le Québec au complet. Chaque mètre cube de bois qu'on récolte et qu'on transforme au Québec rapporte à peu près 100 $ du mètre cube. C'est beaucoup d'argent. Puis ça, c'est au-delà des droits de coupe. Ne parlons pas des droits de coupe, parlons juste des retombées économiques, fiscales, parafiscales, tout ce que ça implique. Donc, le Québec rapporte à peu près 4,8 milliards aux différents paliers de gouvernement, ce qui représente à peu près 155 $ du mètre cube global, dont à peu près 100 $ qui tombent dans les poches de l'État. C'est très rentable pour l'État d'avoir une industrie forestière. Simon nous l'a confirmé tantôt, c'est une activité qui est intéressante, d'autant plus qu'on a comme besoin d'argent, on est très endetté, puis on a des besoins, on fait des déficits présentement, on a besoin de cet argent. Le Québec a besoin de cet argent-là. Vous voyez que si on le met ça tout ensemble, toutes les contributions, Simon parlait de 400 quelques millions de dollars. Moi, je suis resté modeste, je suis resté à 400 millions, c'est peut-être je rêve peut-être, mais ça, c'est la partie grise en haut, là, de 400 millions. On ne parle que de ça dans les journaux, c'est ce qui attire l'attention, c'est ce qui fait beaucoup parler, les redevances, qu'est-ce qu'on paye à l'État, mais on oublie qu'au-delà de ce 400 millions-là, bien, il y a tout le reste, il y a l'impôt sur les travailleurs, il y a l'impôt des corporations, la taxe TVQ, ça, c'est le taxe TVQ et TPS, j'allais dire GPS, TPS. Les cotisations parafiscales, donc les régimes pour la CNESST, le régime d'assurance parentale. Bon, il y a plein de trucs qui font qu'on monte jusqu'à au-dessus de 5 milliards de PMP si on ajoute, les cotisations parafiscales. Alors, c'est très important, puis le Québec
se prive présentement de revenus supplémentaires. Est-ce qu'il a le bois? Bien, probablement, on pense qu'il y a du bois qui vient de la forêt publique qu'on pourrait utiliser dans cette situation-là pour compenser une partie du manque en Amérique du Nord, et du bois qui vient de la forêt privée. Évidemment, nos partenaires de la forêt privée sont là et sont aussi appelés, peuvent aussi être mis à contribution. Par contre, oups, c'est ça, c'est petit. J'en ai fait 2 de trop. Bon. Par contre, du bois-là, il va falloir le payer, notamment sur forêt privée. C'est ce qu'on voit présentement, des augmentations importantes de prix que les producteurs payent sur le bois privé. Généralement, il y a un lag, un délai de 6, 12, 18 mois entre le moment où le prix du bois d'œuvre augmente et le moment où ça se répercute sur le prix des producteurs privés. C'est ce qu'on observe présentement. Vous voyez que le prix augmente, il est à un niveau qu'on n'a jamais eu. On a besoin de la forêt privée, on a besoin des surplus. Simon vous parlait tantôt, il a passé vite là-dessus sur les volumes non récoltés. Dans notre jargon, on appelle ça les VNR. On pense qu'il y a probablement 4 millions de mètres cubes de disponibles. Il y en a déjà comme pratiquement 2 millions qui sont déjà mis en marché. Donc, si on prend ce chiffre-là, 4 millions de mètres cubes, à 4 mètres cubes au 1000 pieds, bien, ça donne 1 milliard de PMP. On a une autre partie de la solution pour le bois qui manque, qui n'arrivera pas en Amérique du Nord. Oui, je suis à l'envers. Donc, en conclusion, le prix du bois d'œuvre est à un niveau qui pourrait, malheureusement, puis je dis bien malheureusement, qui pourrait dépasser ce qu'on a vu l'année passée. On pensait qu'on avait tout vu, qu'on ne reviendrait jamais à un niveau comme ça. On est moins sûr aujourd'hui avec ce qui se passe avec le conflit en Ukraine. On ne manquera pas de bois au Québec, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Par contre, le bois va coûter cher parce que le prix du bois est le même partout en Amérique du Nord. Donc, le bois va coûter cher, mais au moins, on n'en manquera pas. Ça serait comme pas normal qu'on manque de bois au Québec puis qu'il n'en manque pas en Arizona. Mettons, on s'entend que ce ne serait pas logique. Le bois, il part du Québec. Puis le modèle d'affaires entre les industriels québécois et les acheteurs, notamment les gens de l'APCHQ, les constructeurs d'habitation, il a changé. Le modèle qui était basé sur du just-in-time, c'est des US, c'est fini. Les acheteurs de bois aujourd'hui savent qu'ils doivent s'y prendre d'avance, des fois 2 mois, 3 mois d'avance. Et c'est la raison pourquoi on pensait qu'on a vu les prix augmenter plus rapidement l'année passée, au mois de décembre, qui vient de se terminer, plutôt que le mois de décembre 2020. Alors, on s'est dit qu'au lieu d'avoir un pic ce printemps, ça va être plutôt arrondi. On ne reviendra pas au prix de 2021. Puis là, bien, force est de constater que la guerre en Ukraine est en train de jeter à terre à peu près toutes nos prévisions, nos systèmes, nos modèles mathématiques qu'on utilise. Tout est en train d'être mis en question présentement. Les banques centrales, on vous l'a dit, ont commencé à augmenter les taux d'intérêt. Ça presse parce que l'inflation est là, puis l'inflation n'est pas sur le point de lâcher prise. On était plutôt chez nous au CIFQ, on croyait plutôt que l'inflation allait diminuer au courant de l'année. Pourquoi? Parce que l'inflation, c'est le prix d'aujourd'hui par rapport au prix de l'année passée. Le prix de l'année passée, il était beaucoup plus bas à cause de la pandémie. Mais là, ce prix-là commence à monter. Donc, si mon dénominateur commence à augmenter, mon numérateur qui reste plus ou moins stable, bien, on va avoir un effet de diminution. Mais là, on est en train de revoir ça aussi, cette prévision-là. On revoyait l'inflation revenir à des niveaux de 2 à 3 % au mois de novembre de cette année. Ça nous tente moins de recommencer à faire marcher ces modèles-là, mais il va falloir le faire. Et on pense que l'inflation est probablement là pour encore augmenter. C'est-à-dire que mon numérateur, mes prix d'aujourd'hui, montent encore plus vite que les prix de 2020. Alors, pas nécessairement une bonne nouvelle. On va voir demain dans le cours d'économie, si je vous invite à venir participer, que l'inflation frappe de plein fouet l'économie forestière, l'économie du Québec, mais particulièrement l'industrie forestière, pour la bonne raison que les gros prix qu'on a eus depuis 2 ans, bien, les entrepreneurs veulent avoir leur part, les propriétaires forestiers, l'État, les travailleurs en usine, les camionneurs, tout le monde se dit, bien là, c'est
à mon tour. Là, tu fais de l'argent, puis donc c'est le scieur qui reçoit le chèque, mais cette somme d'argent-là percole dans la communauté, ce qui fait que présentement, on est plus de l'ordre. Quand le Québec est à peu près à 5,1, 5,6, je pense, d'inflation, au Québec, on est plus, dans l'industrie forestière, on est plus de l'ordre de 11, 12, 13 % d'inflation. Alors, c'est des chiffres qu'on partage avec le BMMB de façon soutenue. On a une très belle relation avec les gens du BMMB et on partage ces chiffres-là, puis on fait les mêmes constats généralement. On pense que le Québec pourrait effectivement transformer plus de bois. Il y a probablement 1 milliard de PMP qu'on pourrait rajouter sur le marché, de façon ponctuelle du moins, et à court terme au moins, maintenir la situation actuelle en Amérique du Nord. On a ce qu'il faut, puis on est probablement la seule province qui avons, la seule État-province en Amérique du Nord qui avons cette possibilité-là de calmer le jeu, calmer l'inflation. Alors, dans cette optique-là, vous comprenez que le conflit du bois d'œuvre avec les Américains, c'est complètement absurde. Ça ne tient pas la route. Les Américains nous empêchent d'envoyer. Ils ont besoin de notre bois. Alors, c'est pas le fun de se dire que mon dossier de prédilection il est absurde, là, mais c'est quand même ça. Là. Présentement, le litige sur le bois d'œuvre va complètement à contre-courant de la situation qui prévaut sur les marchés. Il faudrait s'en débarrasser. Puis peut-être que la guerre en Ukraine aura un résultat à cet effet-là de faire avancer ou de faire régler le dossier du bois d'œuvre de façon plus vite que si ce n'était pas arrivé. Espérons-le. Malheureusement, l'augmentation du prix du pétrole, je vous l'ai dit tantôt, pourrait, je dis bien pourrait, ce n'était vraiment pas sur nos radars, là, on ne le voyait pas avant plusieurs années, mais les risques d'une récession mondiale sont là avec des niveaux de prix qu'on a. Si le prix du pétrole recommence à baisser, on va s'en sortir. Mais s'il monte à 150 puis 200, 225 le prix du baril, comme certains le prévoient, ça veut dire ça, des gros problèmes au niveau croissance économique, au niveau mondial, et ça s'appelle une récession. Alors, on ne voyait pas de récession avant plusieurs années. On sort d'une récession. La pandémie, ça nous a amené en récession quand on parle d'activité économique à la baisse, mais le pétrole pourrait nous ramener rapidement en récession. Puis d'ailleurs, certains économistes sont déjà là, sont déjà persuadés qu'on s'en va vers une récession avant la fin de 2022. Et je ne suis pas encore là, mais disons que je m'approche. Alors voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Michel. En fait, je ne sais pas, je devrais te remercier parce que tu nous as comme fait peur un peu. Puis il y a plein d'autres choses qui pourraient s'ajouter à ça. On pourra peut-être en reparler un peu plus tard. Des questions pour Michel? Les gens sont gênés. Moi, je vais poser une question, Michel. On jase. OK, on jase. On jase. Pourquoi on ne ferme pas nos frontières, nous autres? Pourquoi on n'arrête pas d'exporter du bois puis on ne se concentre pas à répondre à nos besoins à nous? Bien, en fait, on répond à nos besoins présentement. On répond amplement à nos besoins. Mais pour avoir une industrie du sciage résineux, notamment de l'ampleur que celle qu'on a présentement, bien, si on ferme nos frontières, on va fermer aussi les usines qui sont dépendantes du marché américain. On a une industrie forestière de taille mondiale, de taille internationale. On est un gros joueur mondial. En Amérique du Nord, on produit 10 % du boîtillage qui est consommé. Alors, fermer nos frontières, c'est la meilleure solution pour fermer nos usines aussi. Là. Il n'y aura pas plus de bois au Québec si on ferme nos frontières. Donc, pour profiter d'une industrie forestière de la grosseur qu'on a présentement, avec 8 millions d'habitants, il faut absolument maintenir nos échanges avec le reste du Canada et avec les États-Unis. Dans le fond, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on veut vraiment maintenir cette structure industrielle-là, dans le fond? Ben, je pense que oui, dans le sens que le bois de ce qu'on appelle le Canada central, l'Ontario, Québec, c'est ce bois-là qui va être en forte demande dans les prochaines années. C'est du bois de grande qualité, c'est du bois on sait, notre fibre est recherchée par les constructeurs américains et le volume sur lequel on peut se fier, bien, il vient de là.
En Colombie-Britannique, ils ont beaucoup de bois, c'est encore le plus gros producteur, mais on peut difficilement se fier à eux à long terme. Ils sont en décroissance, puis ils gèrent leur décroissance. Alors, le point fort de la production de sillage résineux en Amérique du Nord, présentement, il est en Ontario et au Québec. Question en ligne? Non? Dans la salle? Tout le monde est gêné. Michel, tu les as toutes jetées à terre. Ben oui, je suis désolé. Marc, parce qu'il me pose des Marc, questions. une question. Alors, merci beaucoup. Merci. Actuellement, dans les cours d'économie, il y a tout le temps plein de questions pour Michel. Ça n'arrête pas pour mettre un stop à ça. Alors, on est rendu, je pense. Oh, une question. Oui. Alors, la question, c'est, avec des prix très élevés, doit-on s'attendre à moyen terme à un effet de substitution? Excellente question. La réponse, c'est malheureusement oui. Puis c'est déjà commencé. Nos sondages à l'interne dans l'industrie auprès des constructeurs d'habitation, c'est qu'il y a 25 des constructeurs qui ont déjà passé à d'autres, ou en tout cas qui ont, sans dire de passer à d'autres choses, qui devaient livrer, qui ont des mandats, doivent livrer une construction et qui ils ont déjà utilisé de l'acier et du béton parce que le bois était, dans ce moment-là, qui n'était pas disponible et qui était trop cher, effectivement. Donc, l'effet de substitution, il est là, on le voit. Et c'est malheureusement ce qui peut nous guetter si les prix se maintiennent à ces niveaux-là. Mais une autre diapositive que je vais voir demain au cours d'économie, c'est que les autres produits comme le béton et l'acier ont suivi des augmentations semblables aussi. Mais même dans la construction unifamiliale? Non, pas tellement. C'est pas là qu'on le voit. C'est dans le multifamilial qu'on le voit. C'est dommage parce que des groupes comme Secobois, par exemple, qui ont fait des percées extraordinaires depuis les 15 dernières années, sont en train de voir perdre ces percées-là dans le bois, puis qu'on voit des constructions qui reviennent en acier puis en béton. Alors, ça n'a pas suscité, oui, Simon? Du temps à tout assimiler, toutes ces belles informations-là. Puis, très, très intéressant comme toujours, Michel. Michel, merci. Tantôt, tu avais un graphique qui montrait la capacité théorique, je dirais, des besoins d'usine, mettons, là, tu sais, puis la transformation réelle, puis un accord assez significatif là. Évidemment, on connaît les contraintes, mais tu sais, ça serait quoi, dans le fond, en quoi les revenus actuels ou le marché actuel nous donne de la marge de manœuvre supplémentaire qui pourrait venir, dans le fond, là, impacter ou venir jouer sur cette possibilité-là de rejoindre davantage la capacité de transformation optimale? C'est une bonne question, Simon. Puis on s'en parle souvent dans nos réunions, mais je pense que ça tourne un peu autour des VNA. Les volumes non récoltés qui sont dans l'ancien quinquennal, là, par définition, ou en tout cas les volumes qu'on n'a pas récoltés dans le passé, on ne les a pas récoltés pour une raison. Ils étaient soit peut-être trop petits, trop loin. Il y avait une contrainte financière qui faisait en sorte que ces bois-là n'étaient pas intéressants. Mais au prix qu'on a aujourd'hui, il y a à peu près tout ce qui est en bois est intéressant, là. Alors, faut comprendre que même des peuplements qui sont plus loin, plus petits, peuvent aussi être intéressants. Puis c'est peut-être un bon moment, autant pour l'État que pour l'industrie, d'aller les chercher, parce que là, on a les capacités financières de le faire. Alors, c'est pour ça que je pense que le 4 millions de mètres cubes qu'on estime qui est disponible, qui n'a pas été récolté, donc il fait même plus, mais qui est réputé avoir été récolté, donc il n'est plus dans le calcul de possibilité, à moins que je me trompe, là. Mais ce volume-là, il faudrait profiter des marchés actuels sur le bois d'œuvre pour aller le chercher. Et en termes de capacité opérationnelle, là, on dit, bon, on est capable de le transformer, mais tu sais, tantôt, la question au niveau de la main-d'œuvre a été soulevée. Je me dis, tu sais, ça fait des décennies qu'on gère nos coûts. Tu sais, on dit, ah, là, nos coûts sont élevés, les coûts sont élevés, mais tu sais, là, jusqu'à quel point on a toujours ce bloqueur-là dans un contexte où là, on a comme une marge de manœuvre financière plus élevée. Tu sais, mais on se dit tout le temps, c'est comme si on a à cause du phénomène montagne russe, on a la crainte que ben là, ça peut retomber. Tu sais, fait qu'il ne faut pas trop
amener des changements, mettons, structurels là, sur nos coûts parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va retomber. Tu sais. Mais à partir de quand qu'on pourrait, tu sais, je comprends que, bon, là, il y a un paquet d'éléments qui perturbent le marché actuellement. C'est à partir de quand qu'on pourrait dire, ouais, ben, tu sais, si on veut avoir plus d'entrepreneurs, plus de gens en usine, plus de ci, de ça, ben, tu sais, forcément, il faut rendre ça attrayant, puis il faut être confiant aussi de pouvoir le faire, là, sans se dire, à crime, là, je peux pas. Là, on est un petit peu en réaction, on se dit, ben, j'ai pas le choix d'augmenter mes transporteurs parce qu'ils vont s'en aller ailleurs. J'ai pas le choix de faire ça, mais ça n'amène pas des nouveaux joueurs, ça fait. Est-ce qu'on a la marge de manœuvre pour améliorer les conditions de travail C'est un peu ça, parce que, mettons, on amène plus de bois, mais est-ce qu'on a plus d'entrepreneurs, plus de camions, plus de. Je ne pense pas actuellement. C'est le bloqueur. Le point est très bon. Là. La raison, effectivement, si on met 4 millions de mètres cubes aujourd'hui en marché, on n'a pas les entrepreneurs pour aller le chercher. Donc, on n'a pas les camionneurs pour le transporter, puis on n'a même pas les travailleurs en usine pour le transformer. Mais on commence où? Ça prend, avant de dire que un scieur, par exemple, n'importe quelle scierie, avant de dire, ben OK, je rouvre une ligne supplémentaire, je travaillais à 2 chiffres depuis tant, j'en rouvre une 3e, ou j'ai investi dans une autre ligne de sciage, ben ça prend, dans un investissement en nouvelle immobilisation, c'est 2 ans, mais si on dit, on rouvre un chiffre de plus la nuit, ben là, c'est probablement 6 mois que ça prend avant de trouver ta main-d'œuvre, de la former, puis d'avoir tes marchés, de trouver ton bois. Mais ça ne se fait pas instantanément, mais ça prend un signal dans l'économie de forestière pour dire oui, OK, on fait les investissements nécessaires, mais le signal va venir de la perception de l'industrie de savoir que le bois est là, le volume est là. Si le volume est là, bien, on va s'organiser pour aller le chercher, on va s'organiser pour le récolter, on va former des nouveaux entrepreneurs, on va les supporter financièrement, on va s'arranger pour qu'il y ait des gens qui aillent en forêt, puis on va s'arranger aussi mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Là. Mais là, présentement, on a une situation qui est quasiment ça du jour au lendemain. Il faut bouger vite. Et une des façons de le faire, c'est de s'assurer que le volume de bois disponible il est là, mais pas juste sur une base ponctuelle, mais qui est là à plus long terme. Puis, vous avez sorti, il y a 2 ans, une stratégie nationale de production de bois qui répond en tout point à cette demande-là présentement, à cette demande soutenue-là. Il faut la mettre en application, il faut la rendre active parce qu'elle a tout en son pouvoir pour régler une partie, en tout cas pour faire exactement ce que je dis ce matin en termes de volume supplémentaire. Alors, c'est une très bonne stratégie. Encore, il faut la financer. Je pense que nous avons une autre question en ligne, mais que ça stimule des marges. Oui, exact, ça veut dire que c'est parfait. On a Luc Boutier qui demande quand les prix sont très hauts, ça provoque des ajustements structurels. Qu'est-ce que cela signifie en termes d'adaptation au changement climatique? Bien, en passant, bonjour Luc. Ça me fait bien plaisir de t'entendre ou de parler via Frédéric. Écoute, je pense qu'au niveau des changements structurels, avant de passer au changement climatique, on les voit déjà. Il y a des entreprises de l'Ouest canadien. Tu sais, si on parle de West Fraser puis Interfor, dans votre tête, c'est des usines de l'Ouest canadien. Bien, c'est aussi des usines québécoises aujourd'hui et qui sont de plus en plus ici, qui voient très bien qu'en Colombie-Britannique, ils sont en décroissance, puis qu'il y a de la stabilité, puis peut-être des potentiels de croissance ici. Donc, on le voit et on devrait assister à une autre vague de consolidation dans les prochaines années. Donc, des entreprises qui vont se fusionner pour devenir plus grosses, pour être capables de diminuer ou de maintenir leur coût de production. Puis, au niveau des changements climatiques, bien évidemment, je ne suis pas un expert dans le domaine. Par contre, la construction en bois, quand je vous parlais, il y avait une question tantôt qui est l'effet de substitution. Si on arrête de construire en bois, puis on construit en acier puis en béton, bien, je pense que la réponse est claire. Là, au niveau des effets sur le climat, on n'est pas dedans, on est en train de reculer. Alors, je pense que la construction en bois est là pour... et d'ailleurs, le GIEC, c'est pas moi qui le dis, le GIEC le dit à chaque année, quand il sort son rapport, on ne pourra pas y arriver si on ne met pas la forêt à contribution. Alors, je pense que les chiffres et les éléments parlent d'eux-mêmes dans cette situation-là. Je pense que nous avons une question de Pierre-Serge. Hey, Pierre-Serge. Bonjour, Michel Serge.
Merci. C'est une question et j'aimerais que vous trouviez une solution parce qu'actuellement, dans une région, dans la province du Québec, qui a une possibilité de 3 millions, elle en coûte à peine 1,2 million. Puis elle a la capacité de scier depuis, je dirais, plusieurs années et actuellement, elle ne le scie pas. Donc, tous les systèmes, on commande tous les systèmes. Quand on est avec un cas réel qu'on vit actuellement, pour la région, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de rapidement, autant au niveau industriel qu'au niveau du ministère, des ministères, de mettre du bois dans le Comment ça se fait qu'avec les prix comme ça, parce que ça fait toute la décennie 2010, on vendait le bois 300$, puis peut-être 400$ à faire. On a créé. Là, on est dans l'abondance, on n'est pas capable d'en profiter. On est tout le temps malheureux. On court après notre talent. Ben, écoute, la Côte-Nord, c'est un cas évidemment à part qui a à peu près tous les problèmes qu'on peut penser. Distance de transport du bois des usines au marché, distance de transport aux usines qui sont phénoménales, coûts de construction des chemins qui sont hors de proportion par rapport à ce qu'on voit. La tordeuse qui vient rentrer là-dedans à tous les, pourquoi 30 ans, 20-30 ans. C'est pas évident de faire des affaires sur la Côte-Nord. Il y avait 7 ou 8 scieries il n'y a pas si longtemps, puis aujourd'hui, on en a seulement 3, là, dont une qui était, puis en fait, une à Port-Cartier qui a eu de la difficulté à écouler ses copeaux, puis qui a dû fermer malgré les prix qu'on avait. Donc, c'est une situation qui n'est pas facile. Je pense qu'il faut revoir le système présentement sur la Côte-Nord. Il faut, si on veut profiter des 100$ que ça rapporte à l'État, aux Québécois, chaque mètre cube qu'on récolte, qu'on transforme au Québec, ben, il faut s'asseoir. Puis les gens au gouvernement, notamment les gens au BMMB, ils en sont bien conscients. On en est bien conscients, mais on n'a pas de solution comme ça qui fait que demain, on va avoir plein d'industriels qui vont… Mais il y a beaucoup de bois qui se perd sur la Côte-Nord, qui se perd via la tordeuse ou qui vient mature puis qui n'est pas récolté à temps. Alors, il y a un problème. En fait, il faudrait peut-être faire des états généraux sur le système juste pour la Côte-Nord, puis s'assurer que la Côte-Nord a son lot d'utilisateurs. C'est peut-être les biocarburants, c'est peut-être qu'il faut penser plus loin, il faut penser nouveau, il faut sortir de nos ornières du sport. Les solutions, s'ils étaient évidentes, on les aurait. Une autre question en ligne? Oui, on aurait peut-être le temps pour une dernière petite question, un petit 2 minutes. Olivier Côté se demande si le bois certifié serait un avantage dans le contexte actuel, parce que la FSC vient de considérer que le bois de Russie et de Biélorussie est du bois issu de conflits. Donc, est-ce que le bois certifié pourrait être un avantage? Oui, bien certainement. Puis on les regarde. Moi, je ne suis pas un spécialiste de certification, mais qu'est-ce qu'on voit présentement, c'est de voir est-ce que la certification est un élément qu'on va pouvoir mettre en évidence. Puis je me souviens justement, Luc Boutillier, quand j'étais avec lui au doctorat dans les années 90, Marc était là aussi. On était dans un groupe, on se demandait la question, c'est qu'est-ce que la certification, on était naïfs à l'époque, qu'est-ce que la certification va nous amener de plus? Ça va être quoi le prix de plus? Qu'est-ce que ça va rapporter de plus à une entreprise d'être certifiée? Et puis on avait des beaux calculs. Finalement, on l'a trouvé. Pierre, c'est un gros zéro, ça ne rapporte absolument rien de plus. Alors, c'est de ne pas être certifié qui peut te coûter de l'argent. Alors, est-ce que la certification comme telle, dans le bois, les marchés ne sont pas nécessairement très excités à l'effet d'avoir du bois certifié ou pas? Peut-être que là, ça va changer avec la situation. Le bois, dans les grandes surfaces comme le Home Depot, Lowe's, Renault Depot, les gens ne se préoccupent pas qu'il y ait une étiquette de certifié ou pas. Ils veulent acheter le morceau de bois au plus bas prix. La certification est peut-être plus importante du côté des pâtes et papiers, là, certainement, mais peut-être que la question est bonne. Peut-être que la certification va prendre toute son importance au niveau du sillage avec cette situation-là, parce qu'effectivement, c'est des pays en conflit, c'est des pays en guerre, donc ils perdent automatiquement leur certification environnementale. Gallo.